17h07 sur France Inter par Jupiter. Charline, salut oui, Charline. Hey, c'est la voix suave de Nasser Madji. C'est vrai, Ouais, on aime bien sa voix. C'est On vrai, a ouais. merci Guillaume, c'est l'intérieur sympa. de sa voix. Vous avez envie d'habiter à l'intérieur Oui. de la voix de Nasser Madji. Bah oui, parce que ça a l'air d'être chaleureux. Une autre fois Courez, peut-être. alors. fouillez Nasser. Fouillez. Merci beaucoup Bonne pour émission, ces infos. salut. Allez, ciao. Salut les amis. Salut, Charline. Bon, alors vous avez bien bossé l'invité? Alors, parce Ouais. que j'ai eu un problème avec Internet. Alex. Et le DVD que tu m'avais donné, il a glissé dans le grille-pain. Alex. Ok, j'avais rendez-vous avec une femme, mais je vous en Ouais. dis pas plus. Bon bah moi je l'ai vu, le film d'Olivier Barou, notre invité Charline. C'est bien mon petit Guillaume. Alors est-ce que tu peux expliquer à ton ami s'il te plaît? Bah, c'est pas vraiment un ami, mais bon, je vais expliquer à Mhm. Alex. Oui, donc. Alors, donc le film s'appelle Just Gigolo. Ça m'intéresse. Ah bon, pourquoi? C'est un beau métier. Bah, enfin, reste à voir si c'est un métier quand même. Ouais, Ça, c'est- gigolo et humoriste, ouais, c'est pas très loin. Ah, surtout que le public d'Alex, il fait rigoler les vieilles. Oui. alors. Oh, elle me paye les places du spectacle. Oui, tout ça. alors, donc le Alors, film, le alors on s'en film. fout un petit peu de la vie d'Alex. Alors, moi je vous lis le résumé du film. Alex, jeune et beau jeune homme, tente de séduire des femmes plus âgées. C'est rigolo, Qu'est-ce cette qu'il a vanne. Bah, mais non. quoi, bonne Parce vanne? qu'on parlait de ma Quoi vie et l'autre Mais il non. fait semblant que c'est le résumé du Hein Mais film. non, mais non, c'est pas une. Oui, bah, ça, c'est- continue, Guillaume. Oui, alors, Alex s'installe avec Denise de 35 ans, son aîné. Comment vous savez ça? On Mais l'a non. décidé hier soir avec Denis. En plus, il n'y a que 32 ans entre nous, alors. Ah, mais pas toi, Alex, on Mais parle bien. du rôle joué par Cadmerade. Mais oui. Mais oui, j'ai vu le film, je te jure, c'est Mais j'y vrai. crois pas, mais tranquille quoi, Olivier Barou, ah, il gêne pas le bonhomme. Mais il fait un biopic de moi sans me prévenir, j'appelle mon avocat. Allô, maître Collard? Oh là là, bon alors je lui dis pas que Denise quitte Alex pour un plus jeune. Ah bah non, ça je crois qu'il est pas prêt. Hein. Pas prêt. Inspiré. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet espace qui reconstruit l'actualité grâce aux familles du CAC 40 de la blague. Les grands patrons font ruisseler les millions sur les cendres de Notre-Dame pour relever la cathédrale, car relever la cathédrale, c'est relever la France. Et dans ce cas-là, chez LVMH, Madame Arnaud, elle ne compte plus. Comme disait l'abbé Pierre, on n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Le mois d'avril est un mois où sortent beaucoup trop de films, paraît-il. Les petites salles ne savent plus où donner de la tête, elles sont désemparées devant les choix cornéliens de programmation. Le calendrier de sortie des films est à ce point en dents de scie qu'il arrivera bien un jour où un producteur en sortira 3 le même mois. On a le produit ami pour la vie, chez toi ou chez moi, l'eau dans le gaz. Ah, c'est pas les frères Dardenne, hein. Contrairement à l'image que renvoie Donald Trump, beaucoup d'Américains s'éloignent du modèle machiste du cow-boy pour intégrer de nouveaux codes de masculinité où on se livre entre mecs pour se sentir moins seul. Alors je t'en prie, même je t'en supplie, ne me demande pas de plus être un homme. S'il te plaît. Mais oui, Rocky. Lui, il est tiraillé entre les codes masculins et sa part de féminité. Bonjour Alex Vizorek. Adrien, comment allez-vous? Bonjour Charline. Mais Et son oui, envie d'être Laurent Gérard. moi j'ai toujours rêvé d'être Rocky et mon physique ne me le permet pas. Belle équipe autour de la table évidemment aujourd'hui, 17h20. Celui qui quand il réécoute l'émission en podcast se dit parfois mais qui est donc ce type dont on ne comprend rien aux chroniques avant de se rendre compte que c'était lui. Pauline Girardot, Exactement. bonjour. Ah bah c'est à peu près ce que je vais faire aujourd'hui. On s'attendait pas à autre chose. Non, c'est très bien, ça va être très bien, ça va Oh, marcher. eh ben, les gens sont demandeurs. À 17h30 aujourd'hui, il se penche sur le bonheur au travail. Et bien dans l'équipe, on appelle ça un vendredi, quand Guillaume Meurice n'est pas là. Eh ben ça c'est pas très gentil, Je je vais sais. dire. Moi je vous ai préparé une belle chronique, effectivement. Bonheur au travail, j'ai rencontré des happiness managers. Nous, on est spécialiste dans la convivialité en entreprise. C'est pas beau ça? Ah c'est Ça beau. fait rêver, ça Ah, fait rêver. Celui à 17h40 qui, quand il parle de cinéma, est plus clair que Jean-Luc Godard, plus souriant que Bertrand Blier et plus enthousiaste que les deux frères Dardenne réunis. C'est Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Alex. Bah, j'ai pas sûr de mon coup du coup. C'est pas mal. De quoi on va parler? J'ai pas compris que vous parliez de moi, c'était presque Oui, sympa. bah, c'est ça. On va parler des duos mythiques acteurs et réalisateurs. Eh ben, dites donc, il y aurait un Et lien. voici Wow. celui qui va tailler un costard à l'actu avec nous. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous T'as mis un êtes. costard à l'actu, Ouais. oh là là, mon Dieu, la grosse passion. Olivier Barou, bonjour et merci de m'accueillir. Mais avec joie. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter. Bienvenue Olivier Barou. Merci. C'est aujourd'hui que sort en salle, d'ailleurs il est déjà sorti, Oui, oui, ce matin. Just Gigolo avec Cadmerade, avec Anne Charrier, Léopold Moati, Pascal Elbé, Thierry Lhermitte, Annie Dupéret, Andrea Ferréol, Mhm. Lionel Abelanski, Guy Lécluse. Cadmerade est Alex, un gigolo. Et depuis qu'il est pubère, il gruge pour s'introduire dans les lieux fréquentés par la haute société et draguer les femmes mûres, voire très mûres. Il passe 35 ans avec sa
proie, Sa première femme, ouais. Denise. Qui est pas mal. Hein. Moi, enfin bon, pardon. Excusez-moi. Pété Alex de Vizorek thunes. des cahiers du cinéma. Il est pété de thunes à rien faire et un jour elle le plaque. Il doit revenir à son train de vie 2e classe tout en ferraillant pour essayer de remonter en première et de draguer Exactement. une nouvelle proie dans la personne d'Annie Dupéré. C'est l'adaptation française d'un film américain, Yes. How to be a Latin Lover, qui est sorti de façon assez confidentielle en France en vidéo. Vous êtes tombé dessus et ça a fait une étincelle. C'est Cad qui est tombé sur le film et qui m'a appelé. Il m'a dit tu devrais regarder ça. Donc j'ai regardé le film et après on s'est rappelé et on s'est dit tiens. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses pour nous. Je joue, tu réalises. Laisse-moi réfléchir encore un petit peu et puis voilà. À peine 15 jours après, j'ai dit ok go on y va. Moi j'étais libre. 15 jours où vous faites quoi dans ces cas-là? 15 jours où je réfléchis à savoir est-ce que c'est une bêtise de faire ce film avec Cad ou est-ce que je risque pas de mettre fin à ma carrière avec ce film. Est-ce que je pèse le pour le contre. Mais non en fait ça Et s'est qu'est-ce passé. qui vous donne des indices? Vous regardez le film, vous réfléchissez, comment ça Voilà, marche? je regarde, est-ce qu'on peut vraiment faire adapter ce film pour la France? Est-ce qu'on peut le rendre encore meilleur? Est-ce qu'on peut le rendre encore plus drôle? Est-ce que ça va nous faire marrer de le faire, tout simplement? Est-ce qu'on va prendre du plaisir à le faire, à l'adapter tous les deux et à le réaliser? Puis quand j'ai répondu à toutes ces questions, j'ai dit go, on y va, quoi, voilà. Thomas Et Croisière. est-ce que les créateurs originaux du film ont vu votre version? Et est-ce que vous avez eu... Ils n'ont pas un vu avis encore ils n'ont pas vu encore la version française. Ils ont lu le scénario. Ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses, mais on avait acheté tous les droits, donc Tant pis. voilà, donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Donc maintenant, il y a des choses qu'ils comprenaient pas, comme le rôle de Thierry Lhermitte, ils comprenaient pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ils pigeaient pas l'amitié entre Pascal Elbé et Cad qui n'existe pas dans la version américaine. On l'a rajouté, ça pour eux, ça marche pas. Donc voilà, on a dit non, nous c'est la version française. Donc Thierry Lhermitte qui est un vieux briscard du gigolisme ouais, c'est ça. et ouais, qui lui tout à fait. donne des conseils. C'est le roi des gigolos, 4 mariages ou 5 C'est le- mariages, 5 héritages. C'est le donc, parrain en fait. c'est le parrain, exactement. Ça lui va Donc, très très bien. Je me demandais comment s'écrivait, comment se dessinait, s'inventait le personnage de Cadmerade. Il y a des gags qui sont hyper inventifs, on sent bien que c'est vous. On voit votre patte vous deux et on se dit mais ils sont vraiment, il y a que ces deux-là pour trouver des trucs pareils de dingo. Je sais que pour Jean-Paul Rouve par exemple, pour les tuches, quand vous travaillez, parfois il se lève de la table Oui. et il part dans un délire tout seul et vous prenez des choses ou vous en laissez Oui. et il crée un peu son personnage devant vous. Avec Cadmerade, ça se passe comment? C'est très différent? C'est pas très différent puisque Cad a le même symptôme que Jean-Paul, il peut pas tenir assis très très longtemps. Donc il se lève, il improvise, voilà, on part d'une situation, il dit il pourrait dire ça, il pourrait faire ça, et il mime les trucs. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a quand même des séances où c'est grâce à l'improvisation que les scènes peuvent naître et les dialogues aussi. Mais c'est plus Jean-Paul. Jean-Paul, lui, il adore. Enfin, ça nous aide vachement quand il fait Jeff Tuch, quoi. Donc voilà. Tant qu'on vous a sous la main, moi j'y prendrais bien une masterclass un peu rapide Oh là de comédie. Mais non, parce que. Je crois que t'en as pas besoin, mais bon. vas-y, essaye. Justement, si, parce que j'ai une espèce de peur. Vous n'avez pas vu le spectacle d'Alex C'est vrai, je l'ai pas vu. Ouais. Peur de se lancer dans raconter une histoire comme vous le faites là, et sans doute vous, avant de faire votre premier film, vous avez pensé ça. Pour faire une bonne comédie, est-ce que c'est le milieu qu'il faut trouver? Quand je parle du milieu, c'est la classe populaire pour les tuches, ici le gigolisme, et puis les gags viennent, ou comment vous faites, où vous avez une série de gags et vous vous dites on va les insérer quelque part? Non, ça marche pas comme les films d'action américains où tu sais, ils partent des cascades et puis après ils écrivent le scénario autour. Donc là, non, il faut trouver d'abord, je crois que c'est d'abord les personnages. Et, Tous, parce qu'il y a énormément de personnages secondaires très bons ici. Quand on a bien écrit, créé ces personnages, je pense que on peut les mettre dans des situations, enfin, de comédie. Mais alors après, il y a tellement de choses différentes. Il y a les mécanismes de comédie comme les tuches où on prend des gens qui ne connaissent pas la richesse et on les met à Monaco et donc ça va faire rire. C'est le célèbre fish out of the water que les Américains ont inventé. Poisson en dehors de l'eau. En dehors de l'eau. Pour des auditeurs, Pardon. Moins polyglotte que Et vous. après, il y a tellement de cas différents. Nous, on a un humour assez absurde. On aime bien traiter l'absurde. On a toujours fait ça. Même dans les tuches, Jean-Paul aussi, Rouve, adore ça. Donc, c'est un mélange de plein de choses, de ce qu'on aime et de ce qui nous fait rire. Que ce soit dans les tuches ou ici, vous êtes plus compréhensible, je dirais, du grand public. Oui, ou Camoulox, je crois que ma mère, elle comprend toujours pas pourquoi c'est marrant. Oui, je bien la sûr. salue. Hein. Ouais. Mais là, elle va pouvoir le piger. Cad a envie de faire un film sur les Camoulox. Je lui dis, c'est un suicide. Moi, j'irais, mais- Là, il nous écoute. Cad, c'est un suicide. On ne pourra jamais faire ce film. Mais Moi, il je est te suis, moi, je te suis. Ouais, moi je finance. Moi. Il est persuadé qu'on va réussir à le faire. Mais Moi, c'est un je- beau suicide aussi. Ouais, J'ai c'est fait un vrai. film sur Ouais, un on cube. finit comme ça dans le mur. Et vous, plus envie de jouer? Non, je joue de temps en temps et par obligation presque dans les tuches parce que dans Par le 1, économie non, je suis pas acteur. Je crois qu'à un moment donné, moi j'aime beaucoup les. Non, mais
C'est pas de la fausse un bon clown blanc avec voilà, votre collègue. c'est pas de la fausse modestie, c'est que j'aime beaucoup les acteurs, je les apprécie, je les regarde travailler, j'adore travailler avec eux, mais j'ai pas cette patience et voilà, et je suis pas forcément un très bon acteur, donc je préfère rester à ma place. Je joue de temps en temps. Quand j'ai pas le choix, comme dans Les Tuches, où il y a un personnage qui a été inventé dans le 1 et qui revient malheureusement, et je suis obligé de l'assumer, quoi, voilà. Et alors que vous préparez le 4, en ce moment, c'est Just Gigolo qui sort en salle aujourd'hui, avec donc notamment Kad Merad, Pascal Elbé, Léopold Moati. Vous êtes sur France Inter. Il n'y a pas Dimitri von Paris dedans. Vous dansez, Mais mademoiselle. sacré français. Vous dansez, mademoiselle. Sacré français. Sacré français. Je ne suis pas sacré poignet. Sacré français. Vous dansez, mademoiselle. Je ne suis pas sacré poignet. Sacré français. Je ne suis pas sacré poignet. Sacré français. Je ne suis pas sacré poignet. Vous dansez, mademoiselle. Il est 17h20 à Ibiza, donc, si j'ai bien compris. Vous êtes sur France Inter. Si vous avez écouté, c'était Ibiza, mais vous parlez pendant, on peut pas comprendre la blague. Bien sûr, on a compris. Pourtant, il est de Paris, Dimitri. Moi, j'y Ouais, comprends c'est rien. juste. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est sur Le Parisien, 17 avril 2019, 17h01. France Inter devient la première radio de France devant RTL. C'est annoncé, c'est Le Ah Parisien bon, qui c'est le pas dit. Je ne peux pas vrai. vous dire autre Bah, chose. bravo, Breaking applaudissez-vous. news, c'est info Le Parisien. C'est le début des emmerdes. Même- Il ne faut jamais être numéro Benoît 1. Darac, N'écoutez le- plus, Même, n'écoutez plus. n'écoutez, même pendant les paye chroniques de immédiatement. Thomas Croisière Ou alors, essentiellement, c'est ça qui nous a permis Eh de bien, revenir. c'est un jour historique que vit avec nous Et Olivier voilà. Barou. Eh Le oui. coup de content pour vous. Ah bah, Merci. dis donc, je ne dirai pas pareil demain sur RTL. Votre Moi, j'ai fini ma film. promo. J'ai fini ma promo, donc je termine avec vous, c'est génial. Pour rester premier, il faut peut-être faire une émission, hein, si ça vous arrange pas. Just Gigolo sera en salle aujourd'hui avec Kad Merad, Annie Dupéret, Léopold Moati, entre autres. Autour de la table pour Olivier Que des perdants, pourtant, autour de la table. Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. Allez, les infos. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame d'ici 5 années. Le journal de presque 17h17. Avec combien de temps de retard? Et on commence par les titres. Emmanuel Macron s'est adressé hier à la nation et il a dit qu'il voulait que Notre-Dame soit reconstruite en 5 ans. Rappelons que c'est le même Emmanuel Macron qui voulait qu'il n'y ait plus de SDF dans la rue fin 2017. La famille Pinault renonce à l'avantage fiscal lié à son don de 100 millions d'euros. Et le fait savoir pour que tout le monde soit au courant de sa grande générosité complètement désintéressée. Et les brèves. Oui, les dons affluent tous les jours pour que je puisse continuer les brèves. Les audiences, c'est peut-être un peu les brèves, c'est ça qui me fait peur. On va force se rendre à l'évidence. Commençons par Notre-Dame, bien sûr. Hier, on a pu voir les premières images des dégâts à l'intérieur de l'édifice. Et j'avoue, après l'incendie, j'espère que Jonathan Daval a un bon alibi. D'autres réactions? Oui, Nicolas Sarkozy aurait aussitôt déclaré « Ça me fait presque aussi mal que quand le Fouquet s'est brûlé ». Ah oui. Nadine Morano a réagi à cela en disant « Il y a sûrement raison, mais moi je ne sais pas, je n'ai jamais mangé au Notre-Dame ». Quant à la reconstruction, on a appris qu'elle pourrait être confrontée à un
un manque de tailleurs de pierre et de charpentiers. Belle revanche de la part des charpentiers que la Bible fait passer pour des cocus depuis l'an 0 moins 9 mois maintenant. On l'a dit, donc les dons des grandes fortunes affluent pour redresser Notre-Dame. La famille Pinault a débloqué 100 millions d'euros et la famille Arnaud 200 millions. Si ça se trouve, c'est le plan d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il est au pouvoir, il met le feu au système social et c'est peut-être simplement pour que Pinault et Arnaud et consorts fassent d'énormes dons pour bâtir des écoles, des hôpitaux, des logements pour SDF. Le gars est brillant. Nicolas Dupont-Aignan. Le gars est brillant aussi. Ça Sans calme, transition. quand on dit Nicolas Dupont-Aignan, ça calme tout le monde. Il a déclaré hier au sujet de l'incendie, je le cite, accident ou attentat, les Parisiens veulent savoir ce qui s'est passé. Et nous, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé pendant la grossesse de la maman de Nicolas Dupont-Aignan. On passe au reste de la politique. Oui, mardi, Jean-Marie Le Pen a fait ses adieux au Parlement européen où il a siégé pendant 35 ans et a prononcé son ultime discours en terminant par... Député, qui est resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Voilà, Le Pen, il est contre l'Europe, mais il a gratté un salaire pendant 35 ans. Perso, je trouve qu'il dépasse les bornes. Consommation à présent. Les prix du carburant ont encore augmenté la semaine dernière. Ils atteignent ainsi leur record depuis le début de l'année. Oui, par contre, les gilets jaunes, c'est pas le moment de se plaindre. Notre-Dame a brûlé. Passons à la culture. Oui, avec Gad Elmaleh, qui a fait parler de lui au Québec, où l'humoriste Martin Petit, plagié par Gad, comme le montre la vidéo de Copy Comique, a eu des mots amusés pour parler de ses méthodes et de ses excuses. C'est pathétique, là, il sait pas comment t'expliques un vol de banque. À un moment donné, tu rentres dans une banque, tu voles de l'argent, c'est pas un hommage au système monétaire. Le sens de la métaphore québécoise. Allez, on passe au sport, parce que Donald Trump va décorer Tiger Woods de la plus haute distinction américaine. Et oui, pour une fois qu'aux États-Unis, un noir n'est pas décoré par 3 balles dans le dos, c'est assez plaisant. Allez. La douloureuse. Écoutez-moi ça à Grenoble. Quand les dealers récompensent leurs clients avec une tombola, ça c'est chic, un jeu initié sans doute par la Française des Bœufs. La dernière. Elle avait un jeu de mots, j'étais assez content. Il y a de tout. Il était mieux avant que vous le souriez. La dernière, elle crée un compte Instagram pour dénoncer les repas servis dans sa cantine, vraisemblablement. Laurence Bloch est allée à la cantine de Radio France ces derniers jours. Merci Alex. Il est 17h25 à Bouzols. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Olivier Barou est en notre compagnie et on va aborder ce premier sujet avec vous. Les grandes familles du capitalisme français mettent la main au portefeuille. Donc ils allongent les bifetons pour reconstruire Notre-Dame de Paris, qu'ils en soient remerciés, qu'ils s'en soient même canonisés s'ils veulent. En tout cas, les Pinault, les Arnaud, Total, les Bettencourt-Meyer atteindront sans doute le paradis. Et pour savoir qui aura la meilleure place au paradis, il suffit de savoir combien ils ont mis sur la table. Eh bien, moi, je vais offrir 50 000 $. J'offre 100 000 $. Au diable l'avarice! Moi, je vous offre 500 000 $. Et moi, $1 million. Oh, c'est pas croyable, c'est dingue! 2 millions. Tu ne les as pas. 3 millions. Eh bien, tu me les prêteras, 4 millions. 5 millions. 6 millions. Alors 7 millions. Allons, messieurs, allez-vous vous battre pour ma modeste personne? Quelle audace! Batman et Robin, en version CAC 40. Je cherchais. Exactement, c'est la VF évidemment. Donc Pinault met 100 millions, Arnaud met 200 millions. Mais Pinault a dit ouais, mais moi, ce ne sera pas défiscalisé. Je me demandais, Olivier Barou, qui a la plus grosse générosité? Oui, c'est ça, ça sent un peu le combat de coq. Non, mais finalement, au bout du compte, c'est bien, tout cet argent qui tombe pour Notre-Dame, c'est bien. C'est même un peu trop, j'ai l'impression, parce que c'est... Ah, là, on est au-delà du milliard. Peut-être qu'ils peuvent rajouter un étage, du coup, quelque chose. Tant qu'à faire. Mais c'est vrai. Non, mais c'est bizarre, je pense qu'ils ont manqué un tout petit peu d'humilité. Voilà, je crois qu'ils auraient dû dire on va aider, on va participer, on n'était pas obligé de donner le montant, quoi, comme tout moi, simplement. j'ai donné énormément et je ne... Voilà, je sais, vraiment. Je sais que tu as beaucoup d'années. On est content, mais ça nous chiffonne un petit peu quelque part quand même. C'est plus ça. Et alors, moi, je me demandais que fait Bolloré, parce qu'il est très catholique. Je pense qu'il n'ose pas le dire. Et il est pudique, ouais. Vous pensez qu'il y a de la pudeur, il est resté discret, il a donné plus que les autres, et puis personne ne le sait peut-être. Je sais pas, je connais pas le compte en banque de Monsieur Bolloré, peut-être qu'il peut pas, tout simplement. Ouais, il a déjà le salaire de Gisors. Je ne sais pas la faire. Je me suis dit, il va se sacrifier. Alors, donc, les dons pour Notre-Dame atteignent aujourd'hui au moins 1 milliard d'euros. Pour rappel, le Téléthon cette année, c'est environ 70 millions d'euros. Et les Restos du Cœur, c'est un peu moins de 100 millions d'euros par an. Et cette année, ils ont un peu du mal à boucler. Est-ce que c'est démago de dire ça et de comparer un peu? Vous trouvez ça démago? Non, c'est pas démago, mais je crois que
Enfin, il y a une sorte de théorie du choc un peu avec les images. Les gens sont sidérés en fait. Ouais. Et dans ce moment de sidération, et on réfléchit plus trop. Et même les très riches qui ont donné, quoi. Il faut donner, on va donner. Dans 2 semaines, ils vont se dire merde, on a donné beaucoup trop. On était sous le coup de l'émotion. Estimé le coût de réparation, je crois que c'est aux alentours de 200 millions pour l'instant, la première estimation. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire du reste de l'argent. Demander de le récupérer ou est-ce que peut-être on peut l'ajouter à la cagnotte des impôts? Donc fleurissent plein d'angles et de questions et de BFM a fait un sujet Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame expliqué aux enfants. C'est un bon programme. Donc, vraiment, je pose la question là. J'ai pas tellement d'avis, mais est-ce qu'on en fait trop ou comment est-ce qu'on ou vraiment il faut l'expliquer aux enfants comment ça marche. Après moi je suis belge, donc il paraît que je suis moins sensible que les autres. Oui, vous ne respectez rien forcément notre patrimoine parental, vous en rigolez. J'essaye de comprendre. Ça va créer une bonne génération de pyromanes, je pense. Il fallait pas commencer par nous fumer la Coupe du Monde, mon pote. Parce que celle-là, on aurait pu éteindre Notre-Dame avec votre somme. En tout cas, appel à générosité, il y a des concerts, des trucs, des machins. Mais on attend Bolloré quand même. Moi, j'aimerais savoir. Il y en a dans le CAC 40, il manque qui là? Qui n'a pas donné? Allez, qui n'a pas donné dans le CAC 40? Des Français, dans les Français? Ricard. La famille Ricard. Mais ils sont riches, les Ricard. Je ne connais pas les jeunes du CAC 40 particulièrement, tous, mais il y a Total qui a donné, c'est ça, un Total. Oui, Total. Vinci, ils ont donné, ils n'ont pas donné. Ah, Vinci, je crois pas, non. Il y a pas mal de dessins de presse qui circulent sur ce sujet-là, de dire, mais en fait, maintenant, on sait que l'argent peut apparaître quand on en a besoin pour des causes importantes. Est-ce que c'est peut-être le coup d'envoi de quelque chose? Parce que là, on dit du bien d'eux. C'est peut-être ce qui leur manquait. Quand ils s'en allaient dans Libération, le casse-toi pauvre con, ils disaient, regardez comment on me traite. Peut-être maintenant, ça peut inverser la donne. Je sais pas. En tout cas, c'est un bad timing. Moi, je trouve que il y a un truc qui va pas. C'est un truc qui nous chiffonne. Quoi. Olivier Barou avec nous pour oublier les chiffonnades sur ce sujet. Les salles, oui, juste en gigolo. Ouais, c'est ça. Juste en gigolo. Ouais, exactement. Gigolo. Avec Cadmerade. Gigolo juste, la traduction exacte par Hippolyte Girardot. Hippolyte Girardot. Ouais, justement, je parlais de cette histoire là, des donateurs, parce que dans votre film, là, Cad, il se retrouve mis à pied. Enfin, exactement, il se retrouve mis au pied du lit plutôt, et il est obligé de se réfugier chez sa frangine. Et il est comme tout le monde, quoi. Il est au chôme il doit trouver du taf. C'est normal. Déjà, pour pas être un poids, et vu ce que votre acteur a pris en bouffant des pâtisseries, effectivement, ça fait lourd. Bravo, Cad. Merci. C'est formidable pour les autres acteurs. Un acteur comme lui qui s'engage physiquement dans un rôle. Il faut un peu la honte à tout le monde. Bref, passons. Il est sympathique quand même. Et puis aussi pour montrer à son petit-neveu qu'il est toujours le Barry White du rencard, le super-héros de la drague, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on a tous... et toutes, mais un peu moins, besoin d'être héroïque. Un héros, c'est soi, mais en mieux. Voilà, un héros dans la mythologie grecque, c'est ce qu'on appelle un demi-dieu. Il est demi parce que sinon, il y aurait juste nous, l'humanité traînant des pieds, et les 12 dieux là-haut qui s'amuseraient dans leur partouze géante. Demi-dieu, c'est pas la partouze totale avec accessoires et super Viagra, non, c'est juste le vestiaire et le bar, voilà. Mais notre aspiration à nous, c'est l'Olympe, c'est faire partie des Magnificent Dozen, de s'extraire de la nasse humaine qui est trop humaine. Et comment faire ? Alors, je pensais justement à cette concomitance de la diffusion aux aurores de la saison 8 de Game of Thrones et la combustion lente puis flamboyante de Notre-Dame au crépuscule de cette journée fatidique du lundi 15 avril. La saison 8... c'est l'ultime saison de ce Game of Thrones, devenu un phénomène dépassant largement le petit monde de la série. D'abord parce que les chiffres de production et ceux du nombre de spectateurs dans le monde n'ont pas de commune mesure avec le tout venant du marché. Ensuite parce que cette saison marque la fin d'une certaine façon de consommer ces feuilletons. Chez HBO, vous devez attendre une semaine pour voir le nouvel épisode. Et attendre, c'est le mot honni du début de notre siècle. Et désormais, vous pouvez voir une saison entière en un week-end sur Netflix ou ailleurs. Et enfin, parce que Game of Thrones est peuplé de personnages auxquels on peut s'identifier. Ce sont des héros, oui, mais ils ont les mêmes aspirations que nous. Ne prétendons-nous pas tous ici avancer contre le dérèglement climatique? Ne voulons-nous pas tous réconcilier nos familles dispersées? Ne luttons-nous pas tous pour éradiquer l'injustice, l'égoïsme, la cruauté? Ne nous désirons-nous pas tous bon? Si, évidemment, mis à part des gens comme Guillaume Meurice, satisfaits de remuer le couteau dans la plaie de la méchanceté naturelle des humains, évidemment. Et même s'il le fait avec une certaine mélancolie, il faut bien le dire, il aiguise son micro chaque jour. Oui, nous voulons absolument être des héros. Pour nous, pour notre famille, pour nos amis et même pour nos ennemis. Et être davantage. Après tout, quoi de plus humain
que de ne pas vouloir le rester. Et c'est cette intention la même qui explique cette générosité des grandes fortunes à l'égard de la cathédrale de Paris. « Je serai un plus grand héros que toi, disent-ils, les milliardaires entre eux. Je ne serai pas un demi-dieu, moi, non. » Et rappelons d'ailleurs que la holding d'un de ces richissimes se nomme, hasard ou volonté, Artémis, une des 12 divinités de l'Olympe. Alors quand on lit cette avalanche de millions annoncée pour la reconstruction de Notre-Dame, on se demande en fait s'ils ne travaillent pas plutôt à l'érection de leur propre statue. Oh. Allez, il a bossé, hein. J'ai noté, il n'y a C'est rien vendu. de plus humain que de vouloir le plus être. C'est pour ça que j'ai laissé un... Je te le texte très beau. C'est pour ça que j'ai laissé un silence derrière, comme ça reste du Hippolyte Girardot. Ah oui. Merci Hippolyte. Mais c'est un grand plaisir. Vous écoutez France Inter et c'est Olivier Barou qui nous accompagne jusqu'à 18h. Quelle chance! Waterhouse, Song for Winners sur France Inter. Mélanie Bauer. Ouais, c'est moi, salut. Enfin. Mais alors, vous êtes venu pourquoi? Pour vous asseoir sur les genoux d'Hippolyte Girardot ou pour voir ça, Olivier Barou? Les deux, parce que tu sais, ma première scène, la première fois que je suis montée sur scène de toute ma vie, c'était avec Cad et Olivier. Ils étaient tout nus avec des fausses couilles. Et depuis que j'ai fait ça, je n'en souviens pas. J'ai jamais plus eu peur de rien. Et c'est grâce à eux. Moi non plus, je te rassure depuis. Très bien, merci Mélanie. Olivier Barou est en notre compagnie et c'est Hippolyte Girardot et Thomas Croisière que l'on va entendre aujourd'hui. Just Gigolo sort en salle aujourd'hui avec Cad Merad et une magnifique idée, Annie Dupéret tout en blanc, y compris les cheveux. Ouais, c'est Annie qui a choisi d'ailleurs sa perruque. Elle m'a dit qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis écoute, vas-y, essaye la perruque, elle est formidable, elle est magnifique, elle est belle et puis alors elle est très très jeune en fait. Je veux dire, Andrea Ferréol, Ariel Semenov et Annie Dupéret sont très 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 jeunes. Elles sont épatantes. C'est des filles. Annie Dupéret que convoite Cad Merad, donc qui joue Alex et qui est le gigolo. On va y revenir tout à l'heure. Il est 17h37 sur France Inter. En attendant, il faut en passer, cher Olivier, par Guillaume. Oui. Notre-Dame, toujours. Il va falloir reconstruire en 5 ans, a dit Monsieur Bricolage hier à 20h. On voit bien que la dernière fois qu'il a planté un clou, c'était sur le cercueil du socialisme en 2017. Mais bon, ça ira toujours plus vite qu'au Moyen-Âge. Il a fallu presque 2 siècles pour la construire avec des dizaines de morts par jour. On n'a pas le détail, mais à l'époque, l'inspection du travail
travail, bon, ça ressemblait au MEDEF d'aujourd'hui, hein, c'était terrible. Là, on fait un petit big up au passage à Quasimodo, route Bézieux. C'est vrai que la CGT, ils n'avaient pas le temps de prendre un mégaphone, c'était direct à poil dans les douves, c'était quand même une autre époque. Alors aujourd'hui, le rapport au travail a changé, puisque la France est toujours la fille aînée de l'église, mais elle est surtout devenue la petite cousine d'une Instagrammeuse de la start-up. Ça, c'est nouveau. Sur le chantier initial de Notre-Dame, tu prenais pas en photo ton plat. Par exemple, déjà, quand tu as un plat, tu étais content. Voilà, donc quand même, ça change. Et aujourd'hui, dans les boîtes, on a des happiness managers. Alors, c'est des gens chargés du bonheur au travail. Je suis allé à leur rencontre ce matin. Vous allez voir, je trouvais des spécialistes qui m'ont tout expliqué. C'est le bonheur en entreprise, c'est améliorer la qualité de vie au travail justement pour les salariés. Un salarié heureux, ça va être un salarié plus productif. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement ? Alors par exemple, pour Pâques, on organise des animations dans les entreprises. On a également la fontaine de chocolat également qu'on met à disposition pour l'espace de quelques heures permettre aux salariés de s'évader. Voilà. Et ben voilà. Et ben ça, sur le chantier de Notre-Dame, à l'époque, ils n'avaient pas. Il n'y avait pas de course aux œufs, il n'y avait pas de fontaine au chocolat. Alors ils avaient un jeu qui consistait à tirer sur les bras des lépreux, puis celui qui détachait, il gagnait à l'eau. Bon, c'est équivalent, mais il n'y avait pas de happiness manager. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est un vrai chemin parsemé de joie de vivre et de pétales de rose. Et je dirais même plus, le bonheur en entreprise, c'est très simple. Un salarié triste ou malheureux qui a ne serait-ce qu'une petite bouteille d'eau pour justement boire un coup, voilà, ça fait toujours plaisir. Ou la petite boîte de friandises, ou même encore, voilà, on est beaucoup axé sur les produits healthy, bio, etc. Et ben voilà. Encore une fois, pourquoi tant de mortalité sur le chantier de Notre-Dame ? Parce que les gars, ils bouffaient de la merde. Il faut le dire aussi, ils buvaient de l'eau croupie, c'était le flunch tous les jours, le truc, avec staphylocoque doré à volonté, quoi. Aujourd'hui, le salarié, il est en dépression, qu'est-ce qu'on fait ? Petite bouteille d'eau, hop, on est tranquille, c'est reparti. Aujourd'hui, on a... Qui va être office manager ou happiness manager. C'est quoi la différence entre les deux ? Ça se rapproche, ça se ressent particulièrement, mais après l'happiness manager, un office manager est un happiness manager et un happiness manager est un office manager. Voilà, d'où la confusion parfois entre les deux. C'est pour ça, moi j'ai tendance à dire branleur. Comme ça, ça regroupe, c'est un terme générique. Vous pouvez dire happiness branleur, office branleur, ce que vous voulez. Voilà, mais si vous mettez branleur, on pige bien de quoi il s'agit, même si les techniques de management évoluent évidemment. Il faut intégrer là-dedans effectivement les techniques de management et en particulier de change management, parce que quelque part aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est du change management ? Le change management, c'est d'être capable de faire passer tout l'univers de l'entreprise à du management sur des gens qui font du home office. Le change management concerne le home office. Absolument. Voilà, et ça, encore une fois, les gars qui taillaient la pierre à l'époque, ils voulaient rien savoir. Tu leur parlais de home office, ils te foutaient un coup de massue sur la gueule, quoi. C'est quand même des mecs qui n'ont pas fait une seule conf call pour benchmarker les bénitiers. Aujourd'hui, je veux dire, on en paye le prix. Voilà, c'est ni fait ni à faire, ça se pète la gueule. On doit faire payer des pauvres actionnaires de LVMH, hashtag je suis sac de vieille 8 ans. Donc, prenez soin de vos happiness manager officers. Ou on appelle ça aussi les floor captains. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la même chose, avec un terme un peu plus rigoureux que Chief Happiness Officer, mais voilà, c'est floor captain ? Floor captain, c'est des gens qui sont les capitaines de sol ? Oui, qui sont capitaines des étages, par exemple, et qui sont l'homme service de point d'accroche au niveau de tous les services que l'entreprise peut amener. Et voilà, et pareil, s'il y avait eu un captain floor au niveau de la charpente, voilà, ça aurait été plus solide. Et même s'il y avait eu un captain floor lundi soir, peut-être que les ouvriers, ils parleraient mieux anglais. Déjà, puis Michel, lundi, quand il est rentré chez lui, il aurait pas dit « Merde, attends, quand c'est marqué « on » sur le chalumeau ?» Oh putain, je sais plus. Je crois que j'ai fait une boulette, Josiane. Bon, voilà, je veux dire, les solutions, on les a. Pourquoi, par exemple, on ne construit pas des cathédrales en coworking ? L'espace de coworking, c'est un espace de copartage de différents travailleurs. Et c'est quoi la différence entre un espace de coworking et un open space ? Ça n'a rien à voir. Un espace de coworking, c'est un espace, effectivement, d'échange de plusieurs personnes. Et un open space, est-ce que c'est pas la même chose ? Dans un espace de coworking, vous pouvez avoir de l'open space, évidemment. Mais on ne peut pas avoir de l'open space dans le coworking. Non. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, j'insiste pour qu'on soit bien précis là-dessus. Sinon, ça donne des catastrophes industrielles comme Notre-Dame ou les chroniques d'Hippolyte Girardot ou le monde du travail en général. Parce que le travail tue. Aujourd'hui, on a vraiment les chiffres, toujours par centaines. Le chômage aussi. Donc, adieu le Moyen Âge. Bienvenue au Moyen Âging. Guillaume Meurice, merci. Mais c'était quoi ce rassemblement ? C'est un rassemblement alors il y avait et le mobilier, comment mieux être en entreprise, comment mieux se sentir en entreprise. Ouais, avec des poufs et des baby-foot. Exactement, du baby-foot, des bornes d'arcade, j'ai vu plein de choses formidables. Vous avez croisé le patron d'RTL qui cherche des solutions. Non, j'ai pas vu de genre Liberté d'Europe 1, pas de genre dépressif. Vous écoutez France Inter, il est 17h42 et c'est Olivier Barou qui nous accompagne. On va aborder cet autre sujet avant d'écouter Thomas Croisière nous reparler de cinéma et des duos. Ce
mercredi, le précédent et le prochain, il y aura 111 nouveaux films qui sortent sur les écrans. D'où le dicton « En avril, ne te découvre pas d'un film ». C'est bossé. Merci à Ramzi Assadi aussi, qui coécrit avec moi les lancements. Il aimerait bien que vous ne le dénonciez pas. C'est vrai, celle-là était trop belle, ça méritait. Alors, c'est le constat d'un passionné de cinéma dans le Figaro. Certaines semaines, à peine entend-on parler d'un film qu'il disparaît pour laisser place à 20 autres films. Et cela comprend bien sûr les films étrangers. Bonjour monsieur, en fait j'hésite. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous, entre le film d'auteur franchouille avec des plans séquences de 10 minutes sur des enfants sales qui courent sur une voie ferrée et le film américain avec des gros plans de bites sur des vitres écrasées? C'est connasse. C'est un bon résumé. C'est un article que nous avons trouvé donc dans le Figaro qui observe une explosion vraiment de la production. Mais quand on lit l'article, on se dit mais c'est à ce point-là. Est-ce que trop de films, certaines semaines ou certains mois, gâchent les films? C'est un peu la question. Vous qui sortez aujourd'hui en salle, est-ce que vous êtes dans une forêt, une forêt de films? Oui, mais ça, c'est les producteurs, peut-être, je ne sais pas, qui n'arrivent peut-être pas à s'entendre. Il y a trop de films, il y a beaucoup de productions, les films se font, il faut bien les sortir, il faut bien les projeter en salle. Je sais pas trop ma partie, moi, la production des distributions, mais certes, c'est sûr. Même là, il y a une créativité foisonnante, mais c'est d'un autre côté. Moi, je le ressens on le ressent, nous, réalisateurs et acteurs, en termes de promotion. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se bouscule. C'est un peu la guerre, même d'ailleurs, lorsqu'on doit aller faire une telle ou telle émission de télévision. Ils veulent bien nous prendre si on n'a pas fait d'autres émissions de télévision avant, etc. On doit être privilégié pour eux, et derrière, il y a d'autres équipes qui arrivent. Donc, il y a une concurrence acharnée dans un milieu artistique et créatif. Exactement. C'est emmerdant. C'est très très emmerdant. Après, il y a les vacances, j'imagine. Parce que la France, au mois d'avril. Avril est considéré comme une bonne date. Février est considéré comme une bonne date. Septembre, en général, c'est moyen. Octobre, c'est bon. Décembre, il faut faire attention parce qu'il y a les gros blockbusters américains. Juillet, août, il peut y avoir des bonnes surprises, mais il y a aussi des films américains. Il n'y a pas de bonne date, il n'y a pas de mauvaise date, mais tout le monde veut se mettre dans des créneaux qui, soi-disant, sont bons. Et voilà. Typiquement, ce film-ci, parce qu'on n'a pas parlé du fait qu'à un moment, le gigolo transmet à un jeune, à son neveu, et la partie avec l'enfant est très très drôle. On a envie d'y aller en famille, probablement. Donc c'était impossible, vous ne sortiez pas pendant les vacances. Ça, c'est une fois de plus, c'est la production, la distribution qui décide d'une bonne date de sortie. Nous, on donne notre avis consultatif. On est plus, nous, à même de réfléchir sur l'affiche, sur la bande-annonce, la date de sortie. Il y en a tellement qu'on va dire, si les vacances, c'est une bonne idée. Vous regardez la liste de vos concurrents? Non, pas trop, honnêtement, pas trop. Non, alors si, je regarde quand même ce qui vient, ce qui arrive derrière, ce qui sort la même semaine, mais je suis pas là-dedans. Non, voilà, il faut que le film sorte, il faut que les gens le voient et puis on verra. On a reçu, nous, des gens ici qui nous disaient, merde, le film sort en même temps que les tuches. Oui, mais ça je comprends, mais je pourrais avoir la même réaction je peux avoir la même réaction là sur aujourd'hui un film qui sort là, qui est un film pour ados, qui a l'air très 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 gros et tout, mais faut sortir le film, donc faut pas. Oui, mais ça fait une bonne excuse si ça marche pas. Oui. On peut dire, mais on était en même temps. Non, la bonne excuse, la très bonne excuse quand un film démarre moyen ou marche pas, c'est la météo. Il fait très beau aujourd'hui. Et les gens ne vont pas au cinéma, le marché est petit et tout ça, et donc c'est un film de week-end, et puis après, il y a toujours des explications à donner. C'est comme les audiences télé. Dans les villes moyennes et les petites villes, l'article du Figaro nous explique aussi qu'il y a un choix cornélien à faire pour ceux qui gèrent les salles de cinéma. S'il y a 3 salles disponibles et qu'il faut choisir 3 films et qu'il y a pléthore de films. Vous êtes par exemple peut-être en bonne position parce que c'est Olivier Barou, parce qu'il y a Cadmerade qui a un très beau casting, etc. Oui, ou alors c'est un propriétaire de salle qui est très très cinéphile et qui veut faire découvrir des films différents aussi à son public parce qu'il les connaît bien et il va dire non, je vais pas prendre le Barou Mérade, je vais plutôt prendre un film plus fragile, plus discret, et j'ai envie de le faire découvrir à mes clients. C'est plutôt bien aussi. Moi, je trouve ça très troublant dans un secteur qui est créatif et qui est artistique, d'être dans une forme de concurrence acharnée. Vous le disiez, la promotion, les salles, etc. Je sais pas, Hippolyte Girardot, vous non, mais ça a toujours été, je pense que ça a toujours été comme ça. C'est un peu exponentiel aujourd'hui, mais... manifestement, c'est oui, mais de toute façon, l'offre générale d'une certaine forme culturelle liée à l'image et aux histoires est énorme. Mais tant mieux, non? C'est une bonne question de savoir... C'est intéressant, c'est vraiment une question que moi, je pense... on va pas en parler là en 5 minutes. C'est vraiment une question profonde. Non, mais par rapport à qu'est-ce qui va rester, en fait, qu'est-ce qu'on veut qu'il reste de nous? C'est-à-dire, plus tu donnes d'images, plus tu donnes de films, moins il va rester quelque chose. Et je pense moi je pense que le fait qu'il y ait une pléthore comme ça d'images et de films, c'est une tendance
pas suicidaire, mais ça a tendance à effacer notre culture. L'idée, c'est ça. Profondément, c'est une idée complètement inconsciente, mais c'est l'idée qu'elle a, c'est plus rien n'a de valeur, plus rien n'est plus haut qu'un autre. Et donc, finalement, c'est une sorte d'effacement général de ce que pouvait être la culture en termes artistiques. Calmez-vous, Alain Finkielkraut. On vous a entendu. Moi, je pense que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une idée derrière. Je suis assez d'accord avec toi. Le concurrent... Et toi, Guillaume. Au-delà même du concurrent cinéma contre cinéma, est-ce que c'est pas aujourd'hui aussi Netflix, le concurrent, les gens qui sont contents de regarder chez eux Bien sûr, et il faut savoir qu'il y a des distributeurs maintenant de cinéma qui regardent les dates de sortie, le jour où un épisode numéro 1 d'une nouvelle saison va sortir à la sur la plateforme. Ils disent, non, on va pas sortir ce jour-là parce qu'il y a l'épisode numéro 1 de la saison 2 et c'est risqué parce que les gens vont être devant Netflix ou les autres plateformes. Et donc voilà, donc c'est un concurrent mais frontal, Netflix. Votre film, c'est Just Gigolo, donc en salle aujourd'hui. Thomas Croisière, c'est à vous. Bonjour Olivier Barou. Bonjour. Just Gigolo, votre nouveau film, est l'occasion de réécouter du Louis Prima et de vous proposer un top 4 des mythiques duos acteurs-réalisateurs. Faut savoir. Je ne vous ferai pas l'affront de traduire ce que vient de dire Toshiro Mifune dans cette scène bouleversifiante du Sanjuro d'Akira Kurosawa. Complot ou hasard du calendrier, 11 de leurs 16 films en commun ressortent aujourd'hui au cinéma. De Yojimbo, remaké par Sergio Leone, aux 7 samouraïs devenus mercenaires, à Rashomon, que Spielberg adapte en série télé, et La forteresse cachée, qui inspira tellement de George Lucas qu'il proposa à Mifune les rôles d'Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Ce duo ni bon ni mauvais a impacté la cinéphilie mondiale avec ses easterns, ses westerns de l'Est. Et comme le déclarait Akira Kurosawa, Biru Kudasai. Je suis désolé, je voudrais une bière et la seule chose que je sais dire en japonais. Numéro 3. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Si Martin Scorsese joua pour Kurosawa un étonnant Van Gogh, il dirigea surtout 9 fois Robert De Niro de Mean Street au très attendu Irishman. J'ai essayé hier soir de compter le nombre de prix gagnés ensemble, comme leur entrée au box-office, mais je me suis endormi. Il faut cependant que Bob soit vigilant, car comme Alex, le gigolo de votre film, il est menacé par un petit jeune, Leonardo DiCaprio, déjà 6 films ensemble. Numéro 2. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Oui. C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Un petit jeune, c'est ce qu'était Jean-Pierre Léaud quand il passa les essais pour les 400 coups de François Truffaut, qui le fera tourner 7 fois, dont 5 pour incarner le romantique Antoine Doinel. Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. François Truffaut déclara « Il serait injuste d'oublier qu'Antoine Doinel n'est pour Jean-Pierre Léaud qu'un des personnages qu'il a joué, un des doigts de sa main, un des habits qu'il a portés, un des collèges de son enfance. Il est selon moi le meilleur acteur de sa génération. » Léaud, qui s'est trouvé un autre bienfaiteur, puisqu'il tourna 9 fois pour Jean-Luc Godard. Numéro 1. Je suis juste un rigolo, qui aime parler de trémolo, qui préfère le rire aux larmes. Oui, comme Carlos, le terroriste de l'humour qui adapte ici Just Gigolo, vous êtes avec Cadmerade des rigolos. Ouais. Depuis plus de 25 ans, vous nous faites rire à peu près partout et à peu près tout le temps. À cause de vous, Camoulox est une expression courante, Jean-Michel est un prénom aussi dangereux que Régis, les Renault Fuego sont devenus hors de prix sur le Bon Coin, et mes enfants jouent de la guitare avec leur bite. Lui dit de vous non seulement... jouer de la bite avec sa guitare, mais c'est plus compliqué. Lui dit de vous, non seulement Olivier est une crème, mais c'est un petit génie. Et vous dites de lui, je suis un fan absolu de Cad, sa palette de jeux m'épate. Mes pattes, oui, non, celle-là je vous l'épargne. Alors oui, j'imagine déjà les puristes terriens troller à base de « Et Tim Burton et Johnny Depp, c'est de la merde ?» Non, mais ce sont avant tout des coupes de cheveux. Et John Wayne et John Ford, c'est du pipi de chat? Eh bien, tant qu'un des deux John ne se donnera pas la peine de venir dans l'émission, je ne parlerai pas de leurs 21 collaborations. Avec Cadmerade, vous avez tourné 6 films ensemble, remporté 2 Césars et fait plus de 100 millions d'entrées. Pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, c'est à peu près 99 millions d'entrées de plus que Louis Garrel. À 55 ans, KDO sont des quinquados. Ces quinquagénaires qui se marrent comme des ados et continuent de faire des blagues potaches à base de slip de bain, de perruques et de blanchiment d'anus. Et avec beaucoup d'amour et un peu de lubrifiant, ça finit toujours par passer. Et c'est pour ça, Olivier Barou, que je vous aime, pour le meilleur et pour le rire, ou comme on dit en molambake, katay clac.
Merci, ça me touche beaucoup. Franchement, ça me touche beaucoup. Thomas Croisière, merci beaucoup Thomas. Olivier Barou avec nous, on va en profiter et on va revenir à un thème qui est connexe au film Just a Gigolo. C'est la masculinité qui change de braquet, si je puis dire. Plus besoin de broyer la main de son interlocuteur pour prouver que l'on est un homme. Aujourd'hui, aux États-Unis, de nouveaux codes de masculinité se développent et ils laissent place à davantage de sensibilité. C'est quoi ce machin-là? En fait, c'est ma trousse de soins, ça. Crème dépilatoire intime. Maillot, aisselle. Tu te sers de ça, toi? Ah ouais, ça évite la repousse des poils incarnés. Ça, c'est ma crème de jour à l'aloe vera. Ça, c'est mon shampoing bio. Bah quoi, je dois faire attention à mon image, hein. C'est hyper important. Je comprends pourquoi vous pleurez comme des pisseux sur le terrain dès qu'on vous touche. Et il doit s'en passer des choses sous la douche. C'est Mehdi Sadoun et Gérard Depardieu dans la Dream Team, le film de Thomas Soriot. C'est un article que nous avons trouvé dans Gradia Homme. J'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait un Gradia Homme, je ne savais pas. Il y a bien un ciné madame. Oui, c'est vrai. Qui nous explique... Il paraît que c'est formidable. Qui nous explique que les hommes aux États-Unis se détachent un peu du modèle du cow-boy solitaire, où on garde tout pour soi, et qu'il existe des réunions, des stages, etc., où les hommes se parlent de leur intimité, et que donc les codes de la masculinité changent. Ce qui est amusant dans votre film, c'est que tout ça, aujourd'hui, l'homme peut être une femme Barbara Gould. Il y a aussi une révolution féministe. Tout ça change. Et est-ce que ce contexte-là, justement, il offre un relief particulier à votre film? Bah oui. Où là, Cadmerade et Pascal Elbé, qui est aussi gigolo, sont dans les gros clichés machistes pour rigoler, quoi. Justement, moi j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas. Ils sont pas. Non, ils sont pas machistes. Ils sont d'ailleurs, ce sont des hommes objets. Ce sont les femmes qui décident, qui les prennent un peu comme des jouets, qui jouent avec et qui les jettent quand ils ont plus envie de jouer avec eux. Donc, d'ailleurs, Thierry Lhermitte dit il faut s'entretenir, crème de nuit, crème de jour, le pubis lisse. Il dit, voilà, mais Cadmerade apprend ils sont très féminins. aux jeunes, c'est Léopold Moitié qui joue le rôle du petit. Cad, il est un peu pathétique et un peu ringard parce qu'il donne des leçons de séduction au petit, à Léopold, à Hugo dans le film. Ces leçons de séduction, elles sont dans ça, c'est ringard au possible, mais on ne pouvait pas lui donner de vraies leçons de séduction. Et il lui disait, voilà, il faut que tu accroches le regard, les femmes savent pas ce qu'elles veulent. Donc, lui, les lunettes de soleil, la démarche, la chemise ouverte jusqu'au nombril. Et les cheveux, c'est tout ce qui lui reste de sa jeunesse. C'est tout ce qui lui reste de ses 25 ans. C'est un peu comme Samson, sa force, c'est ses cheveux. Et il ne voit que ça. Mais non, moi, il n'y a que Cad qui est un peu macho dans le film, mais il ne comprend pas justement que l'époque a changé. Et la démarche le long de la plage, est-ce que c'était un hommage à Aldo Macione ou pas? Non. Parce qu'il est suggéré. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, j'y ai pensé tout de suite. Ouais, tout à fait. On nous l'a dit après, mais quand on l'a tourné, on n'a pas pensé au film de Lelouch. Non, pas du tout. D'accord. La première fois qu'il séduit Denis, c'est en plongeant dans une piscine avec tout. C'est quand même les codes du machisme, ça. Oui, mais ça, c'était dans les années 70, quand il a 25 ans. Et après, il pense qu'il est encore séduisant et qu'en 2019, il peut retenter l'aventure avec le même slip et avec 25 kilos en plus. Et là, ça marche plus. Et là, du il tout, s'affranchit de tout ça. Donc lui-même évolue. C'est le même slip, le problème. Oui, c'est ça. C'est son slip pantalon. Olivier Barou, on adorerait jouer avec vous. Oui, si vous êtes d'accord, ça on aimerait beaucoup. Un rôle écrit pour vous, Jean-Marie Le Pen. Bien sûr. Ah bah oui, tous les jours on propose. Il faut pas l'imiter. Ah, vous faites ce que vous voulez. Oui, imitez comme Alex, ça passera très bien. Très, très mauvais imitateur. Vous êtes Jean-Marie. Donc voilà, prenez sur vous ce rôle, incarnez-le. Parce que donc il a quitté le Parlement européen. Le Parlement européen qui n'aime pas, qui avait levé 6 fois son immunité, qui s'était plaint parce que son attaché parlementaire travaillait pas vraiment. Cet attaché parlementaire, c'est Guillaume Meurice. Donc un petit peu les adieux. Charline va débarquer un moment ou un autre. Vous allez tellement nous manquer, monsieur Le Pen. On est où? Au Parlement européen. C'est quelle ville? À Strasbourg. Ah, l'Allemagne, ça va. Et pourquoi on est là? Vous y avez été député européen pendant 35 ans. Ça m'étonnerait, vous êtes qui? Je suis votre assistant parlementaire fictif. Mon assistant parlementaire juif? Excusez mon père, il n'entend plus très bien. Ah, Marine! Ah, Marine, ma Marine! Non, j'entends très bien. Ah bon? Eh oui, si j'entends Jeanne d'Arc, ça me suffit, ça. Bon, si on buvait plutôt une bière. Parce que là, c'est l'heure de ma mise en bière. Ah non, attendez, ne parlez pas de Malheur. Ah, Gustave Malheur, encore un juif. Calme-toi, tu vas finir par tourner de l'œil. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Comme travail? Mais non, comme loisir. Vous n'avez qu'à vous trouver une Allemande. Pourquoi faire? Ah, juste le gigolo. Avec Angela Merkel, par exemple? C'est qui celle-là? Papa, mais t'es vraiment nul en politique européenne. Je te rappelle que t'es pas non plus une championne, C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi la charité, on aura tout entendu. Bon, vous êtes sûr de pas vouloir rester là? On s'amuse tellement avec vous là. C'est-à-dire que j'ai aussi mes mémoires à publier, n'est-ce pas? Bon, mais maintenant il faut partir. Attends, je vérifie que j'ai pris toutes mes affaires. N'oubliez pas votre ardoise. Ah, les 320 000 €, je leur laisse.
C'est mon petit cadeau aux européistes. Oh, tu es vraiment trop généreux. Et pourtant, le souvenir que j'en porte de cette maison est un sentiment d'inutilité. L'inutilité, c'est même pas pour ça que les gens votent pour nous. Il y a quand même un truc qui me manquera au Parlement. Bah quoi? Ah, ici au moins, j'étais certain de pas croiser Rachida Dati. Eh ben dis Pas donc, mal. cette carrière d'imitateur, on est passé à côté. Non, mais j'imite un imitateur qui imite le Ted. Vous êtes une sorte de Nicolas Canteloup. Merci. Olivier Barou. Donc vous préparez véritablement les touches 4 alors? Oui, on est en séance d'écriture avec les auteurs Philippe Mechelin et Julien Hervé et Jean-Paul Rouve, que je salue au passage. Et demain après-midi, on s'y colle. Et ça se encore, passe là. sur la Lune, donc c'est Ça se passe, ça se passe pendant les fêtes de Noël, mais c'est vraiment, voilà, c'est. Voilà. Pas dire On a écrit trop de 2 lignes, donc. Est-ce que si ça se passe pendant les fêtes de Noël, ça signifie impérativement que Oui. ça sorte? Oui, à ça va cette sortir, période ça va sortir au mois de décembre. Il y a de piger du sujet 2, hein. Oui. Bah, je me renseigne, hein, Ouais, ça, c'est que maline. ça sert. Hein. Merci beaucoup, Olivier Barou. Merci à vous, d'avoir c'était très très passé sympa, ce vraiment moment. cool. Bah, on était ravis. Oui. Je rappelle que Just Gigolo est déjà en salle. Aujourd'hui, facile à dire. Pas facile, hein. J'y arrive C'est vraiment pas évident. Mais c'est marrant parce que gigolo est un mot qu'on n'emploie plus tellement. Non, c'est hyper ringard comme Ouais. mot Et gigolo. donc c'est difficile à dire. Avec, On dit toy boy aujourd'hui. ok, c'est ça. Escort boy. Avec Kad Merad, avec Anne Charrier, Léopold Moati, Pascal Elbé, Andrea Ferréol, Thierry Hermite, Annie Dupéret, Lionel Abelanski et Guy Lécluse. Les amis, merci beaucoup. Thomas Croisière, Hippolyte Girardot, Alex Guillaume. Demain, on se retrouve avec Roméo Elvis. Pam pam. Voilà, vous entendez déjà vous Vous chez vous, Vous bien n'avez sûr. pas fait pareil avec Olivier Barou, comme vous avez dit hier. Olivier Barou, intérieurement. vous savez quoi? Eh ben, je lui laisse le mot de la fin au sujet de Notre-Dame de Paris. Ça va créer une bonne génération de pyromanes, je pense. Il fallait pas commencer par nous fumer la Coupe du Monde, mon pote. Parce que ça aurait pu éteindre Notre-Dame avec votre somme. Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir,